monde, c'est Emmanuelle, votre animatrice du balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, on se parle de la rentrée scolaire et de tout ce qui vient avec. La psychologue Marie Bérubé a écrit dans son article « Les enfants, le stress et la rentrée scolaire » que des études récentes montrent que de 50 à 75 % des enfants d'âge scolaire ont de sérieux problèmes de stress. Elle dit aussi que notre monde en constante évolution place les jeunes devant beaucoup plus de défis qu'autrefois. Pour les petits et grands enfants, et je dirais même parfois pour leurs parents, la rentrée scolaire peut générer une bonne dose d'anxiété. Après 18 mois de pandémie, toutes les émotions peuvent également être exacerbées. À la base, le stress à l'approche de la rentrée ou dans n'importe quelle autre circonstance, c'est normal, mais ça ne doit pas mener à une anxiété généralisée. Bien souvent, la rentrée est aussi associée à un petit deuil, comme le deuil des vacances d'été. C'est aussi un moment de transition qui vient perturber l'équilibre et mobilise des ressources pour arriver à une adaptation chez les gens. En vivant une transition de qualité, on développe un sentiment de bien-être et de sécurité, une attitude plus positive face aux apprentissages ainsi qu'un sentiment de confiance face à sa réussite éducative. Avec notre invité aujourd'hui, on va voir comment on peut diminuer ses appréhensions par de simples petits gestes. Bonne écoute! C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui à notre micro Amélie Dion. Bonjour! Bonjour Emmanuelle! Donc, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation à collaborer à ce balado C'est dans ta tête. Puisqu'on se connaît bien, je pense que je vais t'appeler par ton prénom, Amélie. Ça te va? Oui, parfait. OK. Donc, pour résumer ton expérience professionnelle, tu es psychoéducatrice en milieu scolaire, chargée de cours à l'UQAR au certificat en psychoéducation et au certificat en troubles du spectre de l'autisme. Tu as aussi fait ton projet de maîtrise sur la fatigue de compassion chez les aidants naturels en santé mentale en animant un programme d'intervention de groupe visant, entre autres, à prévenir le stress. Fait que je crois qu'avec toutes ces belles expériences-là, ça va être vraiment intéressant de discuter avec toi de le stress, la rentrée scolaire et tout ce qui vient avec. Mais d'abord, c'est quand même le fun de mettre la table et d'expliquer c'est quoi le stress pour ensuite pouvoir mieux comprendre les trucs qui vont nous amener à bien le gérer. Donc, pour toi, puis en gros, c'est quoi le stress? Donc, le stress, en fait, c'est comme un système d'alarme qui est déclenché par le cerveau qui va nous amener à avoir des réactions physiques, comme par exemple les mains moites, avoir chaud, donc on va peut-être parler plus vite, mais aussi des réactions psychologiques. Donc, on va avoir des pensées comme est-ce que je vais être capable de réaliser mon entrevue avec Emmanuelle aujourd'hui? Et ça va nous susciter aussi des émotions. Donc, on peut être peut-être des fois plus à fleur de peau ou ces choses-là. Donc, c'est vraiment un mélange de réactions physiques et psychologiques qui est déclenché par un système d'alarme du cerveau. Et ça, c'est tout à fait naturel et c'est normal. Donc, si vous ressentez du stress, eh bien, tant mieux. Ça veut dire que votre corps, votre esprit est capable, en fait, un bon détecteur de système d'alarme. Mais qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que le système se déclenche des fois pour des raisons où il ne devrait pas. Donc, dans la préhistoire, en fait, le stress était déclenché, par exemple, pour se protéger des mammouths ou d'autres dangers. Donc, ça permettait à l'être humain de survivre. Mais maintenant, il y a plein de choses qui peuvent susciter le stress, comme justement une rentrée scolaire. Parce que c'est quelque chose souvent de nouveau. Donc, on a une nouvelle classe, nouveaux enseignants, nouveaux groupes. Et aussi, il y a des éléments qui vont être imprévisibles. Donc, on ne sait pas comment notre enseignant va fonctionner. On ne sait pas trop exactement la matière qu'on va voir.
c'est aussi des éléments qui sont imprévisibles et on n'a pas nécessairement de contrôle sur ce qui va se passer. Donc, c'est des choses qui vont nous amener à avoir du stress et finalement aussi notre personnalité peut être menacée. Donc, on veut être un bon élève, on veut aussi être un bon parent, on veut que notre enfant ait tout ce qu'il faut aussi pour bien fonctionner durant l'année. Donc, on veut aussi être un bon enseignant, donc on veut que ça se passe bien avec le groupe. Donc, ça, c'est tous des éléments qui vont déclencher un stress chez les gens et qui peut être tout à fait normal. Donc, c'est quelque chose qui peut être très positif parce que ça va nous amener à mieux nous organiser pour la rentrée scolaire, bien se structurer et souvent dans l'espace de quelques jours, quelques semaines, donc le stress va diminuer tranquillement. Mal ça, donc le stress, en fait, là, c'est vraiment quelque chose qui peut être normal et positif, c'est ce qu'il faut retenir. Puis quand finalement, au fil des jours, au fil des semaines, le stress est trop intense, on a de la difficulté à fonctionner, il n'y a pas d'amélioration, mais à ce moment-là, là, on peut aller chercher des ressources pour nous aider à mieux gérer le stress. Mais tant qu'on est dans une sphère normale, bien, on peut surfer sur la vague, puis on peut vivre le stress, puis ça peut nous amener des choses positives. OK. Puis, parce qu'on voit aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vivent de l'anxiété de performance. Puis, c'est dû à quoi, selon toi? Puis, ça vient de où, ça, ce nouveau phénomène? Parce que je me rapporte à un peu plus loin. Il me semble qu'on le voyait un peu moins, mais de nos jours, je trouve que c'est de plus en plus apparent d'avoir des cas comme celui-là où je me faisais même raconter par des enseignants au cégep qu'il y avait de plus en plus de fiches d'adaptation pour la classe qui avait été demandée, par exemple. Donc, ça serait dû à quoi selon toi, puis ça vient de où, ça? Mais si on se ramène aux éléments qui vont déclencher le stress, comme la nouveauté, les difficultés à avoir du contrôle sur une situation, ou les éléments qui sont imprévisibles, mais surtout la personnalité menacée, moi, je trouve que c'est vraiment l'élément qui vient le plus rentrer en ligne de compte au niveau de l'anxiété de performance. Parce que de plus en plus, on veut, je disais tantôt, être un bon élève, être un bon enseignant, être un bon parent, et les exigences semblent de plus en plus élevées. En plus, si on regarde les médias sociaux, par exemple Instagram, Facebook, on a des parents qui photographient les lunchs en forme de bonhomme sourire, les enfants ont les looks les plus à la mode pour aller à l'école. Les enseignants aussi, des fois, entre eux, peuvent se donner des exigences élevées. Puis des fois, c'est aussi nous-mêmes qui est dans une société où on ne veut pas se tromper, on a de la difficulté à se donner droit à l'erreur et ça va venir augmenter notre anxiété de performance et ça vient nous mettre un stress supplémentaire à quelque chose qui est déjà à la base un peu stressant. Oui, parce que c'est comme si on est plus exposé probablement qu'avant à d'autres modèles autour de nous, justement à cause des réseaux sociaux. Fait qu'il y en a peut-être aussi que sans nécessairement embarquer là-dedans, se disent un petit peu au fond d'eux-mêmes, ah, ben, tu sais, faut quand même que je fasse au moins ça, tu sais, ou tu sais, qu'ils se donnent plus de pression que si on avait été à une autre époque, ça aurait passé différemment, là. Exactement. Puis des fois, je trouve aussi qu'on en parle moins ensemble. On a tendance à moins raconter qu'est-ce qui va moins bien à l'école ou dans notre organisation avec nos amis où on veut bien paraître. Donc, on va dire qu'est-ce qui va bien. Donc, ça laisse à l'autre une image de perfection, que tout va bien. Donc, on raconte les beaux morceaux au lieu des fois de juste être capable de jaser puis de se dire, ben la journée était difficile. Non, ça n'a pas été si facile que ça, la rentrée. Pour cette année, j'ai vécu telle difficulté, je me suis sentie comme ça. Donc, ça vient, moi, je trouve, alléger des fois le stress, puis aussi le normaliser finalement. Donc, ça vient diminuer cette espèce d'image de perfection qu'on doit avoir. Oui, parce que c'est vrai que juste de nommer aussi d'entrée de jeu
Comme un peu t'as fait tantôt, là, le stress d'avoir à parler avec Emmanuel aujourd'hui pour le podcast. C'est juste des fois, on dirait de le nommer, ça remet en perspective que, OK, dans le fond, c'est pas juste moi qui est stressé, l'autre aussi est stressé, puis on vient se remettre à un niveau normal et non de se mettre des attentes super élevées pour rien, des fois, là. Fait que c'est beau se challenger, mais à un moment donné, il faut se ramener aussi, là. Euh, Puis là, avec tout ça, comment qu'on peut désamorcer cette anxiété-là? As-tu un genre de petit guide de survie pour la rentrée scolaire à nous proposer? Bien, c'est important, en fait, de personnaliser nos actions. Donc, il y a des choses qui vont peut-être plus nous convenir que d'autres. Donc, il n'y a pas de guide parfait pour la rentrée. Puis, ça vient encore dans notre cadre de perfection. Si on suit cette liste, ce guide-là, OK, on ne sera pas stressé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, ce que j'aime, en fait, c'est beaucoup travailler avec la zone de pouvoir. Parce que la zone de pouvoir est différente pour chaque personne. Donc, qu'est-ce que j'ai de pouvoir comme parent? Qu'est-ce que j'ai de pouvoir comme élève? Puis qu'est-ce que j'ai de pouvoir comme enseignant? Sur quoi j'ai du contrôle? Donc, premièrement, au niveau de notre personne, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc, même si on est un petit peu bousculé dans nos horaires, d'essayer d'avoir des points d'ancrage au niveau, par exemple, de l'alimentation, d'avoir des bons repas et puis à des horaires qui sont le mieux possible, mais aussi d'avoir une bonne hygiène de sommeil. Donc, moi, je privilégie une bonne routine aussi le matin et le soir, des choses qui ne bougent pas trop dans le temps, qui permettent d'avoir un certain contrôle sur certaines périodes de la journée. Et puis, ça nous permet aussi de s'organiser. Donc, je dirais que c'est la base, oui. Puis, juste avant que tu continues, il y en a beaucoup aussi qui me disent, mettons, dans mon entourage, qu'ils n'aiment pas les routines ou qui ne sont pas organisés. Mais moi, là, je trouve que l'organisation en soi, ça aide à accepter l'imprévu. Parce que, tu sais, puisque tu sais comme où tu t'en vas de façon basique à chaque jour, matin comme soir, si t'arrive un imprévu, t'es comme pas mélangé puis perturbé parce que tu le sais que, tu sais, tout ton reste est cadré puis qui est organisé. Fait que on dirait, moi, je trouve qu'au contraire, ça t'aide à mieux apprécier l'imprévu qui te pop à la dernière minute au lieu de te mettre une panique généralisée. Ben, c'est ah, OK, puis tu sais, on passe dessus, puis on fait avec parce qu'on le sait justement, notre ciment, notre fondation est là. Exactement, mais c'est sûr qu'il faut faire attention à tout vouloir contrôler, à tout organiser. Parce que, tu sais, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas nécessairement de pouvoir, puis ça, on a un petit travail de lâcher prise à faire, mais ça, on a notre zone de pouvoir, que ça, on vient organiser une certaine structure, puis aussi à notre façon. Il y a des gens que pour eux, s'organiser, ça va être un horaire sur le frigo avec qu'est-ce qu'on fait à chaque heure, tandis qu'il y en a d'autres que pour qui s'organiser, c'est dire, c'est important de déjeuner avant d'aller à l'école, on s'habille, puis on se brosse les dents. T'sais. Donc, c'est sûr que c'est différent pour chaque personne. Puis ceux qui aiment moins la routine peuvent créer des activités intéressantes qui peuvent aussi être intéressantes à mettre en place. Donc, par exemple, on se fait un déjeuner de crêpes le matin, on cuisine ensemble avant la rentrée, où on se garde un temps le soir pour faire une activité qu'on aime. Donc, c'est une activité qui va être structurée, puis on n'a pas nécessairement l'impression qu'on est en train d'être dans la routine. Donc, il y a moyen finalement aussi d'être original puis de faire preuve de créativité quand on se crée là, des points d'ancrage. Oui, c'est vrai. Ça va dépendre aussi de la personnalité de chacun. Il y en a beaucoup qui aiment, mettons, soit sortir son linge qu'il va mettre pour le lendemain ou, tu sais, si c'est trop, ben juste checker la météo pour être sûr que de la température, avoir une petite idée. Ou il y en a qui font les lunchs la journée même, mais il y en a d'autres qui préfèrent la veille. Fait que, tu sais, il y a des détails comme ça des fois qui, tu sais, veut pas, tout revient aussi au même à chaque jour. Tu sais, ça te prend ton déjeuner, ça te prend ta boîte à lunch. Fait que, tu sais, il y a moyen d'avoir un identique à chaque jour, là.
Exactement. Puis c'est important d'avoir dans ces points d'ancrage-là des choses qui sont plaisantes, qui sont positives dans cette structure-là. Parce que quand on fait des choses qu'on aime et qui nous font du bien, on va aller sécréter de la dopamine, qui est en fait un peu l'hormone du plaisir. Et ça va être une arme, entre guillemets, qui va être très positive contre le stress. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Puis, des fois, on peut se créer des rituels avec la rentrée scolaire. Donc, les associer à une activité quelconque. Si, par exemple, avec nos ados, on peut se faire, par exemple, une lettre dans laquelle on peut écrire qu'est-ce qu'on aimerait faire durant la prochaine année scolaire, on peut en parler, ne pas en parler, puis des fois le ressortir à la fin de l'année scolaire, voir est-ce qu'on a réalisé un objectif qu'on avait envie de faire sans pression. Puis le parent aussi peut faire parce qu'on a aussi des objectifs qu'on veut atteindre, même si on ne va pas nécessairement à l'école. Puis des fois, ça peut être un objectif dans la vie de famille. Et puis, c'est ça, on n'est pas obligé d'attendre à la fin de l'année scolaire. On peut en reparler à Noël, la semaine de relâche. Puis on peut, le changer au fil du temps. Ça peut être dynamique. Donc, ça peut être intéressant de faire ça avec les ados. Puis même avec les enfants sous forme plus adaptée à leur âge aussi. OK. Est-ce que, justement, là, je fais référence à la formation de ton projet de maîtrise, la formation que tu avais faite sur la fatigue de compassion, puis comment prévenir le stress. Est-ce qu'il y a d'autres points reliés à cette formation-là que tu trouverais intéressant de nous partager aujourd'hui, ou ça faisait pas mal le tour? Mais en fait, j'aimerais parler aussi de l'importance du soutien social. Oui. Donc, c'est vraiment important, en fait, d'avoir un réseau autour de nous à qui, justement, on peut parler, on peut mentionner des choses qui sont positives, mais aussi des choses qui sont difficiles. Donc, de connaître c'est qui les gens avec qui on peut en parler, même aussi d'être capable d'identifier les gens avec qui c'est moins facile d'en parler. Donc, on peut organiser cette communication-là et aussi d'être le créateur d'ouverture à ce qu'on nous parle. Donc, d'inviter les gens à nous parler de comment ils se sentent et d'être à l'écoute de ça. Donc, avec notre enfant, on peut aussi aller le questionner, d'avoir un petit moment réservé à le questionner sur sa journée, mais aussi de nous partager comment on se sent par rapport à ça. Donc, il y a plus de chances aussi que ça crée une ouverture à la discussion et aussi de créer des moments où est-ce qu'on peut parler ensemble, mais des fois d'autres choses de la vie que l'école, ben ça peut être important. Donc, je trouve que le soutien social, ça vient vraiment boucler la boucle ça vient vraiment créer un filet de sécurité pour les gens. Puis si c'est difficile de trouver des gens autour de nous, il y a plein de lignes d'écoute, la ligne tel jeune, la ligne parent, donc ça peut être des ressources qui sont intéressantes quand on ne sait pas trop où est-ce qu'on commence. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, notre réseau de soutien n'a pas besoin non plus d'être des psychologues ou, tu sais, des psychoéducateurs. Tu sais, même si les gens qui sont autour de nous, ils n'ont pas nécessairement de formation en relation d'aide, bien, juste comme d'en parler puis de sortir, tu sais, puis de le nommer, de le verbaliser, juste ça l'aide à diminuer la tension aussi. Fait que c'est vraiment, effectivement, c'est un excellent facteur de protection, notre entourage, là. Exactement. Et j'aimerais dire aussi que les éléments à lesquels je vous parle aujourd'hui sont beaucoup basés sur les recherches de Mme Sonia Lupien, donc qui travaille beaucoup sur le stress. Donc, si vous avez envie là, d'aller voir sur son site Internet, elle a un blog. D'ailleurs, elle a fait plusieurs articles en tant que pandémie. Et puis, je voulais dire que le programme là, à laquelle j'ai animé durant mon projet de maîtrise et en fait une adaptation du programme Destress et Progress de Mme Lupien et son équipe. Donc, c'est malheureusement pas moi qui ai inventé tous ces beaux propos. Donc, c'est important de nommer la référence. Ben oui, merci. Puis, je sais pas, mais si tu te souviens, mais quand je t'ai interpellée pour venir parler avec moi du stress et de la rentrée scolaire, on s'était mis aussi à jaser de ta condition. Donc,
pour les auditeurs, pour vous l'apprendre, Amélie est malentendante suite à des conséquences d'une méningite à l'âge de 8 mois. Puis aussi, pour vous faire un petit rappel, c'est au mois d'août, on a publié une infolette qui parlait de découvrir, s'ouvrir aux autres, accepter les différences, le respect des autres, etc. Donc, dans cette optique-là, Amélie puis moi, on s'était dit que ce serait le fun aussi d'aborder ce sujet-là avec elle. Donc, que tu nous parles, toi, de ton parcours, comment tu as été capable d'évoluer dans tout ça avec le stress aussi que ça pouvait parfois t'apporter. Fait à toi l'honneur de nous parler de tout ce beau parcours-là. Tu dois en être fière aussi, là. Moi, à savoir tout par où tout ce que tu as passé, là, c'est vraiment un gros wow. Félicitations. Merci. Mais c'est sûr c'est important d'être fiers de nous, donc peu importe nos caractéristiques que nous avons. Mais j'étais chanceuse parce que j'ai eu un parcours quand même positif, là, pratiquement dans l'ensemble. Donc, dès le début, en fait, j'ai été bien entourée. J'ai eu un bon réseau social, autant au niveau familial que professionnel. Donc, j'ai eu des bonnes personnes pour m'amener finalement à développer mes capacités. Puis, tu sais, c'est un peu le message que j'ai envie de lancer aujourd'hui. Tu sais, c'est important de voir les gens avec ce qu'ils sont capables de faire, puis aussi de ne pas nécessairement mettre une limite à ça. Donc, mes parents ont très bien pu dire, Amélie, elle a un problème d'audition, donc probablement qu'elle ne fera pas, peut-être pas grand-chose de sa vie. Donc, on va vivre comme ça, mais mes parents m'ont plutôt eu un message de croire en moi, puis de m'offrir toutes les opportunités. Et puis, je pouvais aller où j'avais envie d'aller, donc donc, je dirais que c'est vraiment le message au niveau de la différence parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup des diagnostics, que ce soit déficit d'attention, que ce soit le trouble du spectre de l'autisme ou d'autres handicaps ou d'autres caractéristiques individuelles. On dirait que ça vient des fois coller une étiquette à la personne, tandis que quand on prend le temps de regarder tout ce qu'elle est capable de faire, toutes ses aptitudes, puis tous ses intérêts, bien, on peut aller travailler avec ça, puis on peut finalement arriver à quelque chose de positif. Parce que moi, je dirais que je ne serais pas la personne que je suis sans mon problème d'audition. Ça m'a amené à observer les gens, être à l'écoute d'eux. J'ai eu des bons modèles aussi de professionnels et j'ai eu envie finalement de continuer dans un domaine qui m'intéressait. Puis, même si des fois les événements peuvent me stresser, par exemple, rencontrer des nouvelles personnes, est-ce que je vais être capable de bien les entendre? Dans certains contextes, je me suis toujours un peu obligée à aller au-delà des obstacles. Et puis après, j'étais toujours fière d'avoir réussi. Puis je me rendais compte que c'était pas si pire. On peut demander de l'aide, on peut nommer les choses. Et puis souvent, quand les gens comprennent comment on fonctionne et puis que nous-mêmes, on accepte notre condition, bien, ça permet finalement de bien s'épanouir puis d'aller bien dans l'ensemble. Ben oui, parce que justement, tu parlais d'étiquette, mais souvent, ce qu'on entend aussi quand quelqu'un a un diagnostic de trouble de l'attention, tu sais, il est lunatique, blablabla, mais tu sais, quand on le vire en positif, on dit crime, il est créatif, tu sais, il peut y amener, tu sais, en le tournant plus dans des aspects positifs, c'est comme ça aussi qu'on va avoir plus d'intérêt, l'enfant va pouvoir avoir plus d'intérêt, puis développer ce dans quoi il est bon au lieu de toujours se faire rabattre sur une caractéristique plus plate, comme de se faire dire qu'il est lunatique. C'est le message aussi que je voulais lancer à tout le monde. Mais merci en tout cas pour ce beau partage-là. Je ne sais pas si tu avais d'autres aspects par rapport à tout le reste ou à ça, par rapport au stress, s'il y avait d'autres points que tu aurais voulu nous partager aujourd'hui. Bien, c'est sûr qu'on a parlé de beaucoup de choses super intéressantes, donc c'est sûr que j'ai pas mal fait le tour. Mais c'est sûr que dans les derniers mots, je pourrais dire l'importance aussi de persévérer. Donc, quand on fait face à un stresseur, des fois d'aller l'affronter, puis d'aller chercher les outils pour l'affronter, puis aussi de prévenir en fait le stresseur. On sait qu'il va avoir
des périodes des fois plus stressantes, comme bientôt, ça va être des examens, des évaluations. Donc, des fois, d'aller prévenir le stress, de prendre soin de soi avant, pendant et après, en tout temps. Donc, pas juste d'aller cogner des portes là, quand on vit une crise. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes. Puis, toujours aussi de voir les capacités de qu'est-ce qu'on est capable de faire, parce que souvent, on est capable de faire encore plus que ce qu'on croit être capable. Donc, d'aller se donner des objectifs, c'est super pertinent. Bien, en tout cas, merci infiniment de ta générosité et d'avoir passé tout ce temps-là avec nous. Ça a vraiment été agréable. Puis j'ai beaucoup aimé aussi ton implication puis ton message personnel propre à toi. Merci. Merci, Emmanuelle. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!